Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer à un jeu asymétrique? J'aime beaucoup les jeux asymétriques. Et lorsque finalement tu vas lancer une partie, il y a un des rôles que tu ne veux absolument pas incarner. Pour diverses raisons, peut-être simplement esthétique, parce que tu trouves moche, ça c'est possible. Peut-être pour une raison de gameplay, parce que le gameplay est beaucoup moins fun que d'autres rôles. Bref, n'hésite pas à me glisser là-dessous. Si jamais tu as une référence un peu comme ça, où tu te dis, bah voilà, ça, moi, je veux plus jamais jouer, je veux bien jouer à ce jeu-là, mais plus jamais à ce rôle-là. Bref, n'hésite pas à me le glisser là-dessous, parce que oui, aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu asymétrique, mais pas que, évidemment, on va parler de plusieurs choses. Un jeu asymétrique dont l'un des rôles est particulièrement pas intéressant. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, on va faire 3 jeux. Ouais, on en fait 3 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps nécessairement de tester plus. Et je me suis dit que ça vous conviendrait tout de même. Voilà, je pense que 3 jeux c'est pas mal déjà. Je pense que c'est pas mal. Oui, ben on essaie de se motiver un peu. C'est bien Nils, bravo. Bah oui, j'ai plus le polo. Alors, je vais le remettre. Ah bah, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu plus de commentaires sur le polo que sur les jeux. Bah oui, c'est ici on fait de la mode aussi. Et ouais, et le polo, bah moi je le trouve chouette. Donc, bah je le remettrai. Et puis c'est tout. Mais bisous à tous ceux qui commentaient régulièrement déjà sous les vidéos, ceux qui ont pris le temps de commenter même pour le polo, j'ai trouvé ça très amusant. Voilà, vous êtes fun, et vous êtes fun. Et ça c'est cool d'être fun. On dit merci aux copinos du Cofinos évidemment, on a fait le tirage au sort du Monumental Duel plus Navoria, et je relance un concours directement maintenant, enfin non, en fait il est déjà lancé depuis la semaine dernière, mais bon, t'as la possibilité de participer pour gagner un ensemble de 2 jeux, avec Utan, une copie flambant neuve blisterisée de Utan, et la copie qui m'a servi à jouer et à faire des reviews de Café de Fleurs. Voilà. Donc pour ça, il suffira de participer au Ko-fi, donc tu trouveras le lien dans la description, et on commence évidemment juste après que tu aies liké et que tu te sois abonné, et voilà. Maintenant ça doit être fait. Clic, clac, boum. Ok, donc je vais commencer par un jeu qui va utiliser la thématique de l'espace-temps. On se déplace dans le temps, dans le time, et forcément, quand on se déplace dans le temps, il se passe des choses pas cool. Là, ici, il va falloir donc éradiquer ce qu'on appellera des fluffies qui se sont baladés dans les différentes époques présentes dans le jeu. Il va falloir les retirer, pour ça on va engager les agents spéciaux que vous êtes. Ce sera dans Time Trouble. Donc Time Trouble, c'est un jeu en temps réel, donc coopératif, dans lequel il va falloir donc diriger des agents afin d'aller récupérer ces fluffies dans les différentes époques. Il y a plusieurs scénarios qui correspondent à plusieurs époques, et donc voilà, vous allez pouvoir les jouer au fur et à mesure, débloquer des pouvoirs, ce genre de choses-là. Comment ça se passe? Eh bien, on va devoir, donc quand c'est notre tour, on va avoir un certain nombre de cartes transparentes, semi-transparentes, puisque vous allez avoir des points qui vont être dessinés avec des couleurs. Ces couleurs représentent les différents agents. Il y en a 4, il y a un agent rose qui doit être Frankie, un agent bleu qui doit être Collie, enfin peu importe, un agent jaune, un agent vert. L'idée, c'est que lorsque c'est votre tour, et bien si vous êtes le premier joueur, vous allez devoir jouer une première carte dans l'ordinateur, qui est une espèce de décor en 3D, voilà, vous allez jouer la carte dedans, il sert de décor mais aussi de socle pour éviter que les cartes elles bougent de trop. Et l'idée, c'est que chaque joueur va jouer, enfin chaque joueur en tout cas, les 3 premiers, ou si vous êtes 2, et bien vous allez alterner, il n'y a aucune incidence. Les 3 premières cartes vont être jouées dans l'ordre des aiguilles d'une montre, voilà, vous allez jouer, hop, une première, une seconde carte, une troisième, et hop, elles vont se superposer de cette manière-là. À partir de là, toujours dans le temps réel, donc de 40 secondes, chaque joueur, une fois que les 3 premières ont été jouées, vont pouvoir jouer des cartes dans n'importe quel ordre. L'idée, c'est que à la fin, seuls les points qui sont encore visibles vont compter pour pouvoir déplacer les différents agents. Donc on a terminé, très bien. Si j'ai 3 points roses, le personnage rose va se déplacer de 3 cases sur la piste où il se trouve. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc on va le faire dans un ordre bien précis, il faut bien respecter l'ordre, c'est super important. D'abord le rose, puis le bleu, puis le jaune, puis le vert. On déplace tous ces personnages. L'idée, c'est que il y a déjà une règle qui est importante, c'est que vous ne pouvez pas occuper, 2 personnages ne peuvent pas occuper la même case. C'est là où rentre en jeu l'idée de déplacer les personnages dans le bon ordre, c'est que si le personnage rose par exemple ne se déplace pas, et que le personnage bleu est censé atterrir sur sa case, eh bien il va reculer, il va se retrouver juste derrière. Et ça risque de créer une sorte de bouchon, donc il faut vraiment penser à ça.
Mais en plus de ça, chaque personnage a sa propre capacité. Le personnage rose va pouvoir débloquer des cadenas, retirer des cadenas pour ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins, pour se déplacer plus facilement, plus rapidement ou accéder à des choses plus intéressantes. Le personnage bleu, lui, va permettre de collecter de l'énergie, ça je reviens sur cette notion-là après. Le personnage jaune va permettre de soigner les différents agents, parce que oui, il y a des cases où il y a des dégâts d'imprimés dessus, donc si vous atterrissez dessus, ben, vous allez choper des dégâts jusqu'à potentiellement éliminer un agent, donc cet agent, s'il est éliminé, ben, il va falloir le soigner pour qu'il puisse revenir, revenir d'entre les morts, si je puis dire, et poursuivre la mission. Et le personnage vert, lui, est particulier, puisqu'il va collecter des escargots, ces escargots permettent de moduler de -1 le résultat obtenu à la fin donc, de la phase de pose de carte. Donc ça permet d'atterrir sur une case plus intéressante. Parce qu'on doit se déplacer du nombre exact de cartes, donc forcément, il va falloir moduler. Le but du jeu est donc d'atterrir sur ces fameux Fluffy pour les collecter, et ensuite atterrir sur la dernière tuile, de vous retourner dans la machine grosso merdo. Il faut que tous les personnages soient dans cette machine-là, avec un des personnages sur le buzzer qui permet de retourner dans le temps présent. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez terminé le scénario. À la fin d'un scénario, vous avez différents succès à obtenir, du type si tous les personnages en sont en vie, ok c'est réussi. Si vous avez pris tous les Fluffy, c'est pareil, vous avez des points supplémentaires, en sachant que vous avez toujours plus de Fluffy que nécessaire, mais si vous les prenez tous, et bien dans ce cas-là, vous avez un petit succès en plus, ce qui permet de débloquer aussi des petites compétences, voilà, des petites avancées, des améliorations tout du moins, pour les autres scénarios. Voilà comment ça se passe dans Time Trouble. Donc c'est facile, c'est super facile d'accès, c'est facile à mettre en place, c'est assez original mine de rien dans cet enchaînement de choses. Maintenant, plusieurs choses. Déjà, premièrement, je trouve ça un brin trop simple. Voilà. Alors c'est marqué pour 9 ans et plus, hein, donc c'est un jeu, d'ailleurs je l'ai pas dit, hein, mais de Carlo Arossi et d'Alessandro Zucchini. 2 à 4 joueurs, là, 25 minutes, c'est vraiment ça. Ça dure pas très longtemps, chaque scénario ne dure pas très longtemps. 9 ans et plus, oui. Voilà, on est, je dirais même peut-être un petit peu plus bas. C'est surtout la notion de communication vis-à-vis des cartes que vous allez poser qui risque de poser souci si vous jouez avec des plus jeunes. Mais en soi, le jeu n'est vraiment pas complexe. J'ai pas trouvé que la difficulté était dingue. J'ai pas encore terminé tous les scénarios, mais pour une autre raison, c'est que le jeu ne veut pas que je le fasse. C'est assez dingue, mais finalement, dans ce jeu, lorsqu'on lit la règle, on a la sensation qu'il n'a pas envie qu'on joue. Je vais te lire un truc très simple. Les premiers niveaux se jouent en 25 minutes, puis cela peut prendre un peu plus de temps. Le jeu n'a pas été conçu pour que vous y jouiez en une seule traite. C'est assez étonnant. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est assez étonnant, parce que si j'ai envie de le faire d'une seule traite, c'est bien, normalement, aussi. C'est quand même cool, tu vois, de te dire, si t'achètes un jeu et tu dis, bah en fait, t'as pas envie de t'arrêter, bah je vais le faire quand même. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez étonnant. Et un peu plus loin, lorsqu'on est à la fin de l'explication des règles, on te dit que, pour éviter toute forme de lassitude, nous vous avons préparé 6 autres niveaux, chacun avec son lot de nouvelles règles et de défis à relever. Mais, respecte-toi, le jeu. Pourquoi est-ce que tu me dis que tu vas te lasser? C'est pire que tout d'expliquer, de mettre dans un livret de règles que on risque de se lasser du jeu. Et que en plus de ça, on me dit qu'il faut pas que je le fasse d'une traite, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que le jeu il est nul? Et que du coup ça a aucune forme d'intérêt? Et que peut-être que si je joue trop au jeu, je vais me rendre compte que finalement c'est un peu de la daube? Bref, c'est super étonnant. Je trouve ça pour le coup super étonnant. Maintenant, si on fait abstraction de ça, le jeu est chouette, il est facile d'accès, il est assez original dans son approche voilà, du jeu en temps réel, je trouve que le temps réel il fonctionne bien. J'ai pas parlé d'ailleurs des notions d'énergie, ça je l'ai pas dit. La notion d'énergie elle est importante, parce qu'on va collecter de l'énergie, oui, avec le personnage bleu, mais c'est que vous allez en consommer en fait à chaque fin de manche, puisque lorsque vous finissez la manche, chaque tuile différente, donc tuile époque, où se trouve l'un des agents, chaque tuile époque, je vais y arriver, où il y a un agent posé dessus, va consommer un certain nombre de points d'énergie. Si vous avez plus de points d'énergie, bah vous avez perdu. Mais vous collectez des points d'énergie lorsque vous quittez définitivement une tuile. Dans ce cas-là, on la jette et vous obtenez un certain nombre de points d'énergie en fonction de la tuile, du scénario, etc. Voilà, donc ça c'est assez important quand même, mais bon, on n'a pas été trop challengé là-dessus. Donc à voir si la fin des scénars, sur le tout dernier scénar, il se passera quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne bien Time Trouble. Voilà, si vous voulez un jeu facile d'accès, temps réel, ça se joue rapidement, ça permet la mise en place est assez simple aussi, c'est vraiment un système de puzzle que vous allez mettre sur le plateau, ça prend pas beaucoup de place, ça je peux y jouer sur ma pause du midi vraiment sans souci. Donc Time Trouble, c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton, malgré le fait que le livret de règles m'essaie de me faire dire que je ne devrais peut-être pas, j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas ça marche bien. Donc voilà. J'enchaîne encore avec un jeu que j'avais vu au Fige, mais j'avais pas pu le tester à ce moment-là, je l'ai reçu ensuite. Je vais te parler donc de ça. Les potions d'Azerland chez Lucky Duck. Donc,
Première chose, lorsque j'ai reçu les potions d'Azerland, donc tu te fais des petites stories, des conneries comme ça, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'expliquaient que, bah ouais, ils avaient été au festival, quand ils l'avaient testé à Cannes, ça avait été l'enfer. C'était vraiment, ils voulaient terminer la partie, c'était insupportable. Je comprends dans un sens, mais j'y reviens. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est un jeu compétitif, pour un 4 joueurs, dans lequel vous allez incarner un sorcier, je sais plus comment on appelle ça. En gros, vous allez concocter des potions. Voilà, un apothicaire. Oui, mais c'est le matin, et voilà. Apothicaire, vous êtes un apothicaire, donc vous allez concocter des potions. Pour ce faire, vous allez utiliser, donc à chaque manche, vous allez devoir programmer vos actions. Enfin, plutôt programmer l'initiative de vos actions. Vous avez une planche qui est perforée, dans laquelle vous allez glisser des tuiles, et ces tuiles, lorsque vous allez les glisser, elles ont des valeurs au départ de 1 à 5, donc vous allez pouvoir les mettre dedans, et plus la valeur est faible, plus vous avez de chances de faire l'action en premier, ou d'avoir les meilleures conditions pour réaliser cette action. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, si c'est l'action de collecte de ressources, eh bien vous allez lancer plus de dés pour collecter les ressources que les autres joueurs. Voilà. Donc, parmi ces actions, la collecte de ressources se fait avec des lancers de dés. Vous avez des dés, dessus il y a des ressources qui sont imprimées, vous avez 3 types de ressources, vous allez les lancer, d'ailleurs les ressources, c'est quoi? C'est des cristaux, c'est des champignons et c'est des fleurs. Vous allez les lancer et collecter tout ce qui se trouve dessus. La deuxième action, l'action d'étudier, vous avez 3 pistes en bas qui correspondent aux 3 types de potions, les potions rouges, les potions jaunes, les potions bleues, voilà. Ces potions de sagesse, ouais c'est vrai qu'il faut que je vous dise quand même, intelligence, charme, célérité. Ouais c'est quand même mieux que rouge, bon bref, t'as compris l'idée. Tu vas pouvoir étudier ces potions-là, voilà, pour qu'elles soient toujours meilleures. Dans ce sens-là, eh bien, tu vas progresser d'un certain nombre de cases en fonction de ta priorité, encore une fois. Lorsque tu vas dépasser certains points, tu vas pouvoir collecter gratuitement des ingrédients, et au bout d'un certain moment, tu vas faire progresser le niveau de tes potions. Parce que tes potions, tu vas voir que tu vas pouvoir les boire, je reviens là-dessus. Tu vas aussi avoir la possibilité de marchander, parce que oui, ça je l'ai pas dit, mais lorsque vous allez placer les différentes tuiles de priorité, il y en a certaines que vous allez pouvoir mettre à l'envers, et donc dans ce cas-là, bien vous n'allez pas réaliser l'action, mais vous allez obtenir de l'argent à la place. Cet argent, vous allez pouvoir le dépenser dans cette fameuse action marchandage, vous allez avoir des cartes, et ce marchandage permet d'acheter des ingrédients, permet d'acheter des apprentis aussi, ces apprentis vont permettre de moduler différentes actions, je reviendrai là-dessus après, bref. On a une 4e action qui est l'action de concoction des potions. Là, vous avez des combinaisons, tout le monde a les mêmes combinaisons pour les potions de célérité, sagesse, etc. Un certain nombre d'ingrédients à dépenser. Et là, en fonction de la priorité que vous avez, vous allez pouvoir concocter plus ou moins de potions. Ces potions, vous allez les mettre donc, dans votre petit stock pour pouvoir pour les utiliser dans la dernière action, qui est l'action donc de livraison. Vous allez livrer les potions aux différents clients qui attendent sur le plateau. Parce que oui, il y a des clients qui vont arriver au fur et à mesure, qui ont des prérequis pour pouvoir les satisfaire grosso merdo. Et bien cette action de livraison, on va pouvoir donner un certain nombre de potions aux personnages qui sont présents, et ces cartes-là, on va les prendre chez nous. Elles ont soit des effets immédiats, soit des effets de fin de partie, soit des effets une fois par manche, bref, tu connais l'astuce. Voilà comment ça se passe. Ces potions, on va pouvoir les boire. Les boire permet de générer des actions différentes, de récupérer des revenus, ce genre de choses-là. Mais évidemment, on va le faire avec parcimonie, parce que ces potions, on en a besoin pour les livrer, et quand on les livre, je l'ai pas dit, mais ça permet d'obtenir évidemment la source principale de points de victoire en fin de partie, parce que chaque personnage que tu vas livrer va permettre de générer un certain nombre de points de victoire. À côté de ça, vous avez les différents effets de ces fameuses cartes qui vont permettre d'agrémenter certains points de pouvoir, certains points de victoire au fur et à mesure que vous allez réaliser tel ou tel type d'action. C'est tout très classique du type, bah, si tu réussis à livrer 2 potions d'un tour, bah t'obtiens 1 point, ce genre de choses-là. Et voilà, grosso merdo, on va continuer comme ça pendant 6 manches, je crois que c'est ça. 6 manches, et une fois que c'est plié, eh ben, on regarde le nombre de points qu'on a les points de fin de partie, etc. Et c'est terminé. Voilà pour les potions d'Azerland. Donc c'est un jeu qui se révèle finalement plus facile d'accès que ce que j'avais imaginé. Je pensais qu'on était sur quelque chose d'un peu plus retors, dans le sens où vraiment les retours que j'avais eus étaient que c'était assez compliqué pour pas grand chose. Maintenant, j'ai passé un moment qui était ok. Voilà, je te le dis, j'ai passé un moment qui était ok, j'ai pas joué à un truc de fou, j'ai pas joué à quelque chose qui m'a donné envie de revenir plusieurs fois, enfin un nombre incalculable de fois, je veux bien y revenir, mais par contre je le ferai pas au-dessus de 2 joueurs. Après le downtime il est juste horrible quoi. C'est-à-dire que vous allez passer votre temps, donc vous faites vos programmations très bien, donc déjà vous allez attendre que tout le monde fasse sa programmation, hein, donc il y a de l'analysis à paralysis à certains moments, parce que bon, on essaie de réfléchir à ce que veut faire notre adversaire par rapport à la priorité, etc.
mais lorsque vient votre tour, vous allez jouer votre action lorsque c'est votre tour vis-à-vis de l'initiative, puis après c'est le tour des autres, et chaque autre joueur va générer son action de manière assez différente. Et finalement, ça crée un downtime qui est assez fort autour de ce potion d'Azerland, et qui est inutilement fort, c'est-à-dire que le jeu n'est pas si compliqué que ça, mais pour autant vous avez vraiment un ralentissement dans le rythme qui s'opère à ce moment-là, et c'est vraiment dommage. Alors que lorsque l'on joue à 2 joueurs, finalement il existe encore ce ralentissement, mais voilà, il est plus supportable. Donc c'est clair qu'au-dessus de 2 joueurs, j'aurais beaucoup de mal à le sortir. Donc en ce sens, c'est un jeu qui est approuvé à 2 joueurs. Voilà, c'est un jeu qui est approuvé à 2 joueurs, la potion d'Azerland, parce que oui, je me suis amusé à y jouer, je me suis pas éclaté outre mesure, j'ai trouvé ça correct en termes de propositions de jeu, il y a plein de choses que l'on a vues et déjà vues, le système de programmation est sympa avec voilà le matériel qui fait que ça rend les choses encore forcément un petit peu plus de fun. Maintenant, c'est pas un jeu sur lequel je vais empiler 15 parties, je me suis bien amusé à 2 joueurs à y jouer, mais ça restera finalement quelque chose qui sera dans le ventre mou de mes expériences ludiques. Et enfin, je termine donc sur une expérience 100% de joueurs. J'avais aussi découvert ça à Cannes, mais là j'avais pu y jouer et j'étais assez dubitatif au moment d'y avoir joué à ce moment-là. Je vais te parler de Kelp. Kelp, c'est un jeu donc asymétrique. Donc une pieuvre va affronter un requin. Le but de la pieuvre, c'est de survivre en mangeant 4 fois, donc il y a 4 nourritures à bouffer sur le plateau, ou alors de faire en sorte que le requin s'épuise. Le but du requin, c'est d'annihiler la pieuvre. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez avoir un plateau, sur ce plateau, vous avez des sortes de blocs en résine qui sont verticaux, donc verticaux, la pieuvre s'assoit du côté de la pieuvre, ce qui fait qu'il va voir ce qui est imprimé sur ces blocs, alors que le requin, lui en face, ne verra pas. L'idée, c'est que donc les joueurs vont jouer de manière vraiment asymétrique pour le coup. La pieuvre, elle, va jouer suivant un système de cartes. Elle pourra faire 2 actions par tour, elle a une main de cartes au départ, elle va pouvoir jouer une carte de sa main pour réaliser une action, elle va pouvoir repiocher pour recompléter sa main, ou elle va pouvoir jeter une carte pour redresser un bloc, parce qu'on verra qu'il y a des blocs qui seront couchés, et donc dans ce cas-là, le requin voit ce qui se trouve dessus. Parce que les cartes qu'il va jouer, les cartes que la pieuvre va jouer, vont demander un certain coût, et le coût, on le paye exclusivement en blocs que l'on va coucher. Donc on va révéler des blocs, rendant plus facile forcément la tâche au requin, mais en permettant du coup d'activer les cartes. Sur ces cartes-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la possibilité d'acheter de nouvelles cartes, donc ces fameuses cartes nourriture. Ces cartes nourriture vont impliquer de placer un bloc de nourriture sur le plateau, donc on va placer un bloc de nourriture sur le plateau, et ce bloc de nourriture, si la pieuvre se trouve de manière adjacente à un moment de la partie, elle va pouvoir donc jouer cette carte de nourriture pour pouvoir la manger. Manger cette nourriture permettra de l'utiliser plus tard pour une action qui est assez forte, voilà, mais une seule fois par partie. Elle va avoir la possibilité d'acheter des cartes qui permettra d'acheter d'autres cartes, de poser des blocs plus intéressants, dont notamment des pièges qui piégeront le requin s'il tombe dessus. On va avoir la possibilité aussi, donc, de se déplacer, donc d'intervertir la position des blocs, parce que oui, l'un de ces blocs, c'est la pieuvre, bien évidemment, ou de les mélanger dans un sac et de les placer de manière hasardeuse sur le plateau. Le requin, lui, en face, qu'est-ce qu'il va faire lors de son tour? Il va avoir un sac de dés, donc il y a des dés dans son sac, il y a une forme de backbuilding, de dice backbuilding dans ce truc-là. Il va piocher 2 dés, et en fonction de la couleur des dés, eh bien, il va les utiliser de manière différente. Les dés bleus, on va les placer sur des courants pour que le requin puisse se déplacer de manière différente, puisque le requin, lui, va faire face à un chemin, il n'aura pas le droit de faire demi-tour. Donc lorsqu'il va sauter par-dessus un dé bleu, et bien ça lui permettra de se déplacer plus rapidement, et ce dé bleu va arriver dans une frise que s'il a réussi à compléter donc chacune des cases, il obtiendra des pouvoirs supplémentaires, genre des relents supplémentaires, ce genre de choses-là. Les dés jaunes permettront, s'ils sont suffisamment élevés, parce qu'on les lance forcément au début, de les placer sur une case correspondante pour pouvoir révéler un bloc. Si c'est un piège, il subit le piège, si c'est la pieuvre, elle sait où elle se trouve, si c'est un coquillage, on s'en fout. Le rouge, lui, permettra d'attaquer un bloc, qu'il soit face visible ou non, il suffit encore une fois d'avoir le bon chiffre sur le dé pour pouvoir attaquer. S'il attaque la pieuvre, et bien dans ce cas-là, il y a une confrontation qui a lieu, c'est très simple, c'est une notion de bluff, on va avoir 3 cartes de 3 couleurs différentes, la pieuvre va tenter une manœuvre d'esquive, si cette manœuvre d'esquive est contrée efficacement par le requin, c'est-à-dire que si, par exemple, la pieuvre joue une carte jaune et que le requin joue une carte jaune, eh bien le requin l'emporte immédiatement, gagne la partie. Si ça n'est pas le cas, eh bien le dé est placé dans la jauge d'épuisement, et donc cette jauge d'épuisement va se remplir au fur et à mesure de plusieurs manières, soit par les attaques ratées, soit à chaque fois que le requin va acheter des cartes, parce que oui, les dés qu'il ne souhaite pas utiliser, ils vont se retrouver dans un pool d'énergie, ce pool d'énergie va permettre d'acheter des cartes, et ces cartes vont permettre de rajouter des dés dans le sac, en plus d'effets supplémentaires. Voilà, et donc on va alterner de cette manière-là, jusqu'à ce que soit la pieuvre ait mangé 4
nourriture, soit le requin est totalement épuisé, soit le requin a réussi à vaincre la pieuvre. Voilà comment ça se passe dans Kelp. Donc première chose à souligner, l'édition est impeccable, le jeu est très très beau, encore une fois c'est du Weberson Santiago, mais il n'y a pas que ça, il y a le fait aussi que ces blocs de résine font vraiment le taf, la colorimétrie du plateau est vraiment très chouette, les différentes cartes sont superbes, bref, tout est magnifique dans Kelp, vraiment c'est superbe. Maintenant, pour ce qui est des sensations de jeu, quand on est du côté de la pieuvre, c'est vraiment difficile de lutter contre le fait de poser des blocs et de les redresser. C'est pas quelque chose qui est simple, parce que oui, on va baisser régulièrement des blocs de telle manière eh bien, à payer des cartes pour pouvoir jouer, hein, parce que c'est ça le nerf de la guerre pour la pieuvre, mais en même temps, il faut faire super attention à en redresser pour pas que ce soit trop évident pour le requin de savoir où se trouve la pieuvre. Pour ce qui est du requin, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, parce qu'à chaque manche, il va piocher 2 dés. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque tu as pioché 40 fois des dés bleus, parce que c'est ce qui se passe, hein, tu pioches beaucoup de dés bleus que tu vas placer pour te déplacer plus vite, bon, il y a un moment, ça te gonfle. Donc, le truc, c'est que si tu sais où se trouve la pieuvre, bah tant que t'as pas pioché un dé rouge, bah tu la regardes, la pieuvre. Et elle te regarde. Et puis après, elle s'en va, parce que le gars d'en face, là, il a joué la bonne carte. Et toi, tu dois courir après. Puis une fois que t'es en face, bah si t'as pas le dé rouge, bah... la pieuvre, elle te regarde. Et toi, tu la regardes. Et voilà. Si t'as un peu de chance, bah tu peux tomber sur le dé rouge très rapidement, et ça peut vite se régler. Mais encore une fois, faut-il que tu remportes la confrontation. Donc ça, c'est vraiment le souci que j'avais à Cannes, c'est que j'avais l'impression vraiment que le requin, c'était pas un rôle de fou, et là, ça me le confirme. Le rôle du requin, je le trouve raté. Ouais, vraiment, je le trouve raté. J'aime pas du tout le rôle du requin, je trouve ça naze, parce que vraiment, il est beaucoup trop soumis à l'aléatoire des dés, et c'est profondément frustrant. Et c'est pas l'aléatoire du lancer de dés, parce que ça, on n'a pas encore parlé de ça. Il y a possibilité de moduler avec les différents pouvoirs qu'on va débloquer, on va pouvoir faire des relances avec les cartes qu'on va acheter. Donc ça, à la limite, c'est modulable, on peut s'en sortir. Mais bon, on pioche 2 dés dans le sac, on les lance, si t'as pas la bonne valeur, que tu relances, t'as pas la bonne valeur, bah c'est foutu pour toi. Mais encore faut-il, que t'aies pioché le bon dé. Parce qu'encore une fois, tu cherches à attaquer, si t'as pas le dé rouge, bah voilà, tu vas poser des dés bleus, et puis c'est tout. Et puis tu vas acheter des cartes, mais il faut faire attention, parce que si tu achètes des cartes trop régulièrement, tu vas remplir ta jauge d'épuisement, et donc tu vas perdre. Donc, sur le papier, je trouvais ça génial. En exécution, je trouve que le requin, c'est vraiment pas ouf. Donc Kelp, c'est un jeu qui est recalé sur la chaîne Jean Carton, tant je trouve ce déséquilibre fort, de fun en plus, c'est pas forcément le déséquilibre de gameplay, c'est vraiment le déséquilibre de fun entre le requin et la pieuvre. Vraiment, quand tu joues le requin, bah, tu t'emmerdes, quoi. Enfin, vraiment, moi je m'emmerde quand je joue le requin. Donc pour ça, bah, je trouve pas ça fun. Voilà. Et voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo donc sur ces 3 jeux. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, si t'as eu l'occasion d'y jouer pour certains d'entre vous. On arrive avec d'autres choses qui vont arriver, bien sûr. On arrive avec d'autres choses qui vont arriver. Oui, mon disque veut. Hop, mon disque veut. Je te montre quand même. Je vais te parler de ça tout bientôt, de Coexist. Ça va arriver au mois de mai en financement participatif chez Matago. Et aussi, et ça je suis très content de pouvoir vous en parler, la Big Box de Unis, elle est là. Je t'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, mais la voici, la voilà. Donc ça, je vais avoir la possibilité aussi d'évoquer ça sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, et puis bien évidemment, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans une prochaine vidéo, et à bientôt les amis.